est une ONG nationale, membre du réseau international d'Inda qui existe au Mali depuis 1987. Ces objectifs, c'est effectivement promouvoir le développement durable et pour ce faire, travaille beaucoup avec la communauté, mais en s'alliant toujours sur les plans et politiques, programmes du gouvernement du Mali. Donc, à ce titre, aujourd'hui, ENDA intervient dans quasiment toutes les régions du Mali, soit à travers des bureaux régionaux ou à travers des équipes projets. Et nous cibles, comme vous le savez, c'est beaucoup plus les couches vulnérables, notamment les enfants, les femmes et les jeunes. Alors, pour nous, le travail des enfants, d'abord, c'est un phénomène qui est un peu partout au monde, selon le niveau de développement des nations. Nous, protecteurs, défenseurs des droits de l'enfant, le travail des enfants est toute activité exercée par un enfant de moins de 18 ans. Donc, le travail de socialisation est toute activité qui permet à un enfant, fille et garçon, vraiment d'apprendre à exercer une activité soit liée à un corps de métier, soit liée à une activité de nature sociale, familiale. Donc ça, on appelle socialisation, qui est vraiment différent du travail qui est interdit et qui nuit et qui contraint les enfants, qui les empêche à aller à l'école, qui atteint à leur santé, qui atteint à leur épanouissement. Donc là, c'est très important de comprendre ces nuances-là pour effectivement s'attaquer au phénomène qui est ciblé pour lutter contre le travail des enfants, qui consiste effectivement à faire travailler les enfants de façon très dure, très prolongée, souvent notamment, et à tirer profit de cette activité productive. Alors, TPAI, effectivement, est une contribution des acteurs de la société civile, des institutions au Mali pour assurer la protection et la promotion des droits de l'enfant. Donc, de ce point de vue, comme vous le savez, tout projet est appelé à prendre fin. Donc, c'est un cycle. Et à la suite de cette phase-là, je pense que les perspectives, nous devrons effectivement la bâtir ensemble, non seulement en tant qu'ONG, en tant qu'institution qui font partie de conception, mais aussi en tant que l'État et en tant que les communautés. Donc, les perspectives pour nous, c'est de travailler à consolider les acquis de cette phase de TPAI à travers les différentes zones d'intervention, mais aussi œuvrer à mobiliser des ressources suffisamment pour non seulement continuer ces activités-là au niveau des zones qui ont déjà connu des impacts notoires, mais aussi faire passer à l'échelle dans d'autres secteurs où, effectivement, dans d'autres localités où les phénomènes vivent avec acuité. Donc, immédiatement, je crois que nous avons commencé à échanger avec certaines structures membres de consortium sur la perspective, sinon la perspective immédiate. Et nous allons continuer ces échanges-là pour trouver vraiment les voies et les moyens nécessaires pour donner une suite en termes de consolidation des expériences, des acquis de ces quelques années d'expérience de lutte contre le travail des enfants, mais aussi effectivement de développer de nouveaux partenariats pour continuer à promouvoir le droit et le bien-être des enfants, et notamment lutter contre le travail des enfants. Les autres acteurs, on ne les oublie pas, notamment les partenaires techniques et financiers, les institutions du système des Nations Unies, c'est accorder beaucoup d'importance à ces activités-là, notamment renforcer les capacités des intervenants au niveau communautaire, des intervenants en tant qu'ONG, pour qu'ils puissent effectivement matérialiser toute leur planification face à ces phénomènes-là. Car certes, nous avons la volonté, mais souvent, il faut des ressources suffisantes pour pouvoir matérialiser ces volontés-là. Donc, les acteurs communautaires, notamment les parents, les familles, je pense qu'il faudrait les inviter à beaucoup plus de responsabilités. Certes, la pauvreté ne devrait pas être une fin ou une raison de laisser les enfants dans des formes de travail
qui nuisent à leur santé, à leur épanouissement, à leur développement. Donc, nous devrons davantage sensibiliser les parents, les responsabiliser davantage pour assurer l'éducation de leurs enfants, pour assurer le bien-être de leurs enfants en termes de protection et effectivement contribuer justement au renforcement de tout ce que nous mettons en place comme approche, comme système nous permettant de tenir à bout de ce phénomène-là. Dire que d'abord, on vous remercie pour ce travail que vous avez eu à abattre pendant ces 3 ou 4 années du projet, en faisant en sorte que malgré en tout cas toutes les difficultés, vous avez pu maintenir cette dynamique, en tout cas au niveau du consortium avec les différentes structures. Ça, c'est très important, qui était un aspect très important quand on élaborait le document projet. Et ensuite, maintenant, arriver à mettre en œuvre les différentes activités que vous avez pu quand même mener pendant ces 3 ou 4 années de ce projet-là. Notre souhait, c'est que nous puissions en tout cas voir encore dans la suite logique de ce programme-là, une suite qui va être donnée par les partenaires s'ils apprécient les résultats qui ont pu être obtenus. Donc pour vous dire que cette dynamique que vous avez eu à construire a été une dynamique très formidable. Vous savez que le programme Travail par affaires d'enfants, en fait, a été lancé en 2019 pour 5 ans, en fait. Donc, de 2019 à aujourd'hui, nous pensons avoir atteint certains résultats extrêmement importants. Donc, tout âge confondu par rapport alors aux provisions du programme, donc nous avons pu extraire 7171 enfants. Alors ça, c'est en termes de chiffres. Bon, ma satisfaction est également grande parce que, vous savez, la thématique lutte contre le travail des enfants est très sensible en réalité. Puisque, vous savez qu'en milieu africain, quand on dit à un parent, votre enfant ne doit pas travailler, donc il va tout de suite penser que vous êtes contre lui. Alors que parce qu'il pense que l'enfant doit apprendre, en tout cas pour son intégration sociale. Alors, donc, je disais que c'est une thématique très sensible. Bon, maintenant, par la force des choses, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur la base aussi d'une méthodologie qu'on appelle le sens maker. Donc, il y a une étude combinée, donc qualitative et quantitative en réalité, alors qu'on a essayé d'appliquer tout au long du programme avec une étude de base, une étude à mi-parcours et puis une étude finale. Donc, l'ensemble des résultats par rapport à cet aspect de la chose, c'est-à-dire qu'en termes de changement de normes, franchement, la satisfaction est aussi grande. Au moins, on s'est rendu compte que aujourd'hui, alors les communautés arrivent à faire la différence entre un travail d'enfant et un travail socialisant, étant donné que, c'est-à-dire que le passage du travail socialisant au travail d'enfant, alors c'est très vite fait en réalité. Lorsque l'enfant, alors, socialement apprend à faire quelque chose, c'est bien. Mais lorsque ça empêche l'enfant, alors, d'aller à l'école, là, du coup, on tombe dans le travail des enfants. Donc, aujourd'hui, on s'est rendu compte que les communautés, alors, ont changé de comportement par rapport, alors, à ces deux aspects de la chose. Donc, l'alliance, alors, est déjà connue et appliquée au sein de nos communautés. Donc, ce qui constitue en soi un changement énorme. On s'est rendu compte que aussi, en termes de résultats, que, en réalité, les femmes, aujourd'hui, vous savez qu'en Afrique, l'éducation des enfants, souvent, c'est l'apanage des femmes. En réalité, nous, les hommes, on est toujours absents de la famille. Donc, ce sont les femmes qui sont là. Tantôt, pour un petit problème au niveau de l'école, l'enfant a tendance à aller plutôt voir sa maman que son papa. Donc, vous savez que le programme, alors, a essayé d'appuyer les femmes
en leur octroyant des sommes, peut-être pas très grandes sommes, mais en leur offrant des sommes, alors pour qu'elles puissent vraiment développer des activités génératrices de revenus, soit en groupe, soit de façon individuelle. Alors, contre souvent alors un taux d'intérêt qu'elles-mêmes se fixent pour constituer un fonds alors au niveau de leur zone sous forme de fonds revolving. Ces fonds, c'est des fonds revolving, ça veut dire c'est des fonds également qui peuvent être octroyés à d'autres femmes en réalité au sein de la communauté jusqu'à ce que chacune d'elles puisse alors développer une activité génératrice de revenus. Donc c'était pour contribuer également en réalité à l'inscription au maintien des enfants à l'école. Je vous avoue aujourd'hui que franchement sur ce plan les résultats sont satisfaisants. Et puis là où nous sommes, notre souci, comme je le disais, c'est la durabilité. Il faudrait qu'il y ait d'autres acteurs, ou sinon l'État, à travers cette même cellule à qui nous voulons transférer nos acquis, que cette même cellule puisse en tout cas assurer le suivi sur le terrain pour que les acquis soient durables et qu'il y ait plus d'enfants à l'école plutôt que sur les sites d'orpaillage et les champs de culture de coton. Donc, il faudrait que le gouvernement puisse franchement voir dans quelle mesure alors ces acquis peuvent être consolidés. Première des choses. Deuxième des choses, je disais, il n'y a que 2 régions dans lesquelles on a travaillé. Alors que vous savez que la zone des Cailles, par exemple, c'est une zone réputée comme zone d'orpaillage par excellence, qui ne faisait pas partie alors des zones d'intervention du programme pendant sa durée. Donc, au point que moi, je me dis qu'il serait bon, alors qu'il y a une extension du programme, si financement il y aura, ou alors s'il y a d'autres acteurs qui sont là, alors il ne faut pas que tout tourne autour de ces 2 régions. Et même, si vous voyez un peu, même au niveau de Bamako, même à Bamako, il y a beaucoup d'enfants qui travaillent en réalité, d'une façon ou d'une autre, voilà, sous diverses formes. Donc, moi, je pense qu'il faudrait quand même que, alors, les futurs programmes puissent prendre ces régions, alors, en compte, dans le cadre de leurs interventions. La nature de la collaboration entre la structure que je dirige, je vais dire plutôt la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants. Le programme TPAE est une collaboration franche. C'est une franche collaboration. C'est une collaboration d'accompagnement technique, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du projet du programme TPAE, comme d'ailleurs pour tout autre projet et programme conçu pour être exécuté au Mali, pour être mis en œuvre au Mali. La structure de contact, la structure technique de contact, c'est la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants, qui est un service rattaché au ministère du Travail. Donc, à ce titre, la cellule vraiment collabore bien et franchement avec le TPAE. Alors, l'application des textes en matière de lutte contre le travail des enfants constitue une préoccupation majeure pour les hautes autorités du pays, mais aussi pour l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la thématique, pour la simple raison que le concept travail des enfants demeure un concept à être expliqué davantage, à faire comprendre les communautés surtout, vraiment le sens de ce qu'on entend par pire forme du travail des enfants. Puisque le concept crée beaucoup d'amalgame. Lorsque vous dites on veut combattre contre le travail des enfants n'est pas bon. Donc il faut aller en profondeur en termes de sensibilisation, en termes de mobilisation, voilà, de renforcement des capacités de nos communautés, des enfants eux-mêmes, des autorités et même des autorités, comment on appelle, communales, des autorités coutumières et religieuses. Il faut vraiment sensibiliser et informer tout le monde pour vraiment pouvoir accepter le concept travail des enfants. À la date d'aujourd'hui, on peut pas du tout dire que le travail des enfants est totalement éradiqué. Mais
grâce à l'avènement quand même des projets et programmes de lutte contre le travail des enfants comme TPAE, nous sommes arrivés quand même à engranger un certain nombre de résultats en termes d'information, de sensibilisation, en termes d'action directe vis-à-vis des familles vulnérables pour que vraiment ils puissent se passer du travail, de la main-d'œuvre infantile. Donc, il y a eu du progrès, mais il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. Comme je l'ai dit, ça dure, c'est un problème socio-culturel qui fait que, franchement, l'acceptation du concept vraiment un peu compliqué et difficile. Donc, ça crée certaines difficultés. Sinon, au-delà de ça, il reste des zones d'ombre. Vraiment, il reste beaucoup de défis à relever. Mais quand même, du début de la lutte contre le travail des enfants jusqu'à aujourd'hui, il y a assez de progrès. Il y a assez de progrès qui ont été réalisés à travers, que ce soit du côté de l'État ou des partenaires comme les ONG ou associations. Avec les projets TPAE, on se retrouve pratiquement dans la même zone d'intervention à Sikasso. Et dès le début, je me suis aperçu quand même que nous avons des activités en commun. Et je sais qu'ils évoluent dans le cadre du renforcement des capacités, dans le cadre du concept travail des enfants. Ils évoluent aussi dans le cadre du financement des projets d'AGR, des familles vulnérables, pour rehausser un peu les niveaux économiques des cibles, parce que le travail des enfants ayant comme base aussi la cause principale traditionnelle, la pauvreté. Donc, ils ont des actions aussi par rapport à cette lutte contre la pauvreté. Et ils appuient aussi les mécanismes, que ce soit au niveau communautaire, au niveau régional et même national, parce qu'ils ont eu à appuyer les comités directeurs nationaux pour la tenue des réunions entre acteurs de la protection, surtout dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Donc, du coup, étant pratiquement à la fin de ces projets, nous sommes là dans le cadre de la mise en œuvre du projet JOFA pour 3 ans, donc de janvier 2023 à décembre 2025. Donc, du coup, c'est comme si à mi-parcours, il y a TPAE qui nous donne un héritage, parce que nous travaillons avec pratiquement les mêmes cibles, les mêmes acteurs, dans la même zone d'intervention. Et au niveau national aussi, nous travaillons tous pour le Mali. Donc, du coup, la recommandation qu'on a, c'est de voir comment, au départ des TPAE, nous pourrons prendre les relais. Parce qu'il y a des activités qui ont débuté et les champs étant tellement vastes que nous sommes obligés, en synergie, parce que je vois même c'est ça, c'est Joining Forces for Africa, agir ensemble pour l'Afrique. Donc, du coup, quand on saura, lors de l'atelier de capitalisation des résultats, qu'est-ce qui reste, nous serons obligés maintenant de prendre les relais par rapport à la poursuite des activités. Que ce soit les activités, les actions directes auprès des communautés, ou que ce soit au niveau régional, à travers des plaidoyers au niveau local et même des plaidoyers au niveau national. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que actuellement nous évoluons dans ce cadre-là, mais au Mali, nous sommes en train de voir comment faire des plaidoyers. On a même commencé par rapport à l'adoption du PANETEM, du plan d'action national pour l'élimination du travail des enfants. Et je sais qu'il y a des thématiques aussi qu'ils ont abordées, qu'ils ont voulu débattre, plaider pour ces causes qui restent toujours. Donc, y compris l'adoption de ces PANETEM-là, parce que c'est ce qui parle de la politique générale de l'État par rapport à la lutte contre ces fléaux. Donc, du coup, nous sommes sur ce chemin. Et pour action de durabilité aussi, tout ce qui a été fait au niveau des zones d'intervention, nous serons obligés de voir comment les communautés à la base, par exemple au niveau des collectivités territoriales, ils pourront insérer dans leur PDSEC des actions de durabilité, de la protection de l'enfant en général et de la lutte contre les pires formes de travail des enfants en particulier. Parce que déjà, ce domaine qui est la lutte contre le travail des enfants dans les sites d'orpaillage, il y a déjà beaucoup de problèmes de gestion de ces sites. Oui. Avec les maires de ces communes d'intervention. Parce que l'État intervient moins dans ces secteurs des sites traditionnels d'orpaillage. Voilà. Donc, du coup, même les codes, pratiquement les nouveaux codes qui est apparu où on a eu le décret d'application, c'est un peu mieux là-dessus. Donc, du coup, la paternité de la gestion de ces ressources
est laissée entre les mains des collectivités territoriales. Donc, comment faire pour que les services techniques puissent aider ces collectivités territoriales, ces maires-là, à élaborer des stratégies de gestion tout en préservant la scolarisation des enfants. Parce que le gros du problème, c'est que les sites d'orpaillage font que les enfants sont déscolarisés. Il y a trop de déperdition scolaire suite à l'exploitation de ces sites d'orpaillage par les enfants. Donc, du coup, les uns et les autres s'entraînent. Si quelqu'un va là-bas, il y a même une histoire, quelqu'un qui, en une année, un enfant de 18 ans, a eu 18 millions. Donc, du coup, quand les gens ont ça, c'est une huée. Alors que l'opportunité n'est pas donnée à tout le monde. Il y a beaucoup d'enfants qui s'en vont, mais qui sont perdants, qui n'ont rien, et ils sont déscolarisés. Et je sais que TPAI a beaucoup fait dans le cadre de la réinsertion, comme Jofa aussi vient de commencer. Et on a eu des cadres de concertation au démarrage de Jofa, et nous travaillons en synergie avec TPAI pour voir déjà les parents qui ont reçu, les familles vulnérables qui ont reçu déjà des appuis pour qu'il n'y ait pas de doublons. Donc, du coup, c'est la synergie d'action sur le terrain dans le cadre de la mise en œuvre des activités avec TPAE et Terre des Hommes au niveau de Sikasso. Donc, du coup, on saura comment se familiariser avec les résultats atteints pour les consolider et aussi voir ce qui reste, les gaps qui sont là, comment les couvrir dans le cadre du renforcement des capacités, de la communication, du plaidoyer et aussi, surtout, de l'augmentation du revenu des populations. Et en dehors de ça, l'équipe de mise en œuvre de TPAI même un remerciement particulier par rapport aux résultats engagés. Pas plus tard que la semaine passée, on était à Sikasso, on a vu les résultats scolaires. On sait que c'est les résultats de l'ensemble des acteurs intervenant dans ce cadre. De 11% du taux d'admission en 2023, nous sommes à 42,70 et quelques pourcents du taux d'admission. Et le nombre de centres était à Niena, par exemple, je parle du cas de Niena, la commune de Niena, où on a fait un tour. Le nombre de centres était en 2023 à 11 centres, parce qu'il y avait des déperditions. Mais grâce à une synergie d'action, nous sommes arrivés à maintenir les 22 centres qui existaient en 2021. C'est comme si l'ensemble des enfants, des élèves qui étaient en déperdition scolaire, déscolarisation, sont revenus. Donc, le défi est comment voir pour augmenter le nombre de centres en 2025 même. Mais en tant que membre du comité de pilotage, nous avons pour rôle de définir les grandes orientations du consortium. Vous savez, le danger, oui. Il est regrettable que le projet n'a pas pu recouvrir tous les territoires du Mali. Il y a dans la région de Caille des zones d'orpaillage avec la frontière Guinée. Et là, c'est un danger permanent au niveau de la région de Sikasso. L'autre frontière vers Fakola, la Côte d'Ivoire, c'est aussi un danger. Mais aussi, aujourd'hui, l'inquiétude que nous avons au Mali, c'est aussi les zones résicales. Les zones résicales, ça c'est la région de Ségou, la zone de Markala. Vous savez, quand je dis la zone de Markala, Nyono, et toute cette zone exondée ou même inondée, parce qu'il y a des zones. Le danger qui est là, je vais vous le dire. En 2012, nous avons connu l'insécurité grâce au djihadisme qui nous a été imposé. Et de 2012 à 2024, ces jeunes qui sont nés en 2012, aujourd'hui ont 12 ans. L'âge scolarisable, c'est à partir de 6 ans. Et ça nous fait 2024, ces jeunes qui n'ont pas eu l'opportunité d'aller à l'école. À cela vont s'ajouter des zones qui sont des jeunes qui ne font absolument rien, qui font des travaux forcés. Alors, qu'est-ce qui va se passer si on n'y prête pas attention? Ça veut dire quoi? Nous allons nous-mêmes participer à la fabrication des futurs poseurs de bombes. Nous recommandons aux partenaires leur implication, leur accompagnement par rapport à ces phénomènes. Et ces phénomènes
est un phénomène extrêmement dangereux, le travail des enfants. Le travail des enfants. Les enfants ont droit d'aller à l'école. Ces enfants ont droit au loisir. Ces enfants ont aussi le droit de préparer un avenir. Et cela ne peut pas se passer sans l'accompagnement des adultes, sans l'accompagnement des parents d'élèves, sans l'accompagnement des enseignants, sans l'accompagnement des organisations syndicales. Nous avons fait 2 années. La période Covid a beaucoup impacté par rapport à nos activités sur le terrain. Alors, nos activités pratiquement ont été suspendues à tous les niveaux que ce soit à cause de la pandémie Covid-19. Alors, c'est ce qui est regrettable. Donc, pour nous, on devait avoir au moins une bonification encore de 2 années supplémentaires pour pouvoir combler les 5 ans de façon convenable. Donc, c'est le seul regret que j'ai. Et j'ai bon espoir que les partenaires vont nous accompagner par rapport à cette remarque-là. Voilà. Nos communes d'intervention dans le cadre de ce projet, de ce vaste projet, il y a d'abord la commune de Frangouaran au niveau de Bougouni, la commune de Dogo au niveau de Bougouni. Au niveau de Yanfoula, nous avons la commune de Gouana, principalement Yorobougoula. Ensuite, nous avons la commune de Soloba. Ensuite, au niveau de Bla, nous avons la commune de Korodougou. Ensuite, nous avons la commune de Kazangasso. Au niveau de Sam, nous avons la commune de Kava, qu'on appelle Kemprana, et nous avons la commune de Moribila. Ça, c'est les communes dans lesquelles nous sommes. Notre stratégie d'intervention, on a plusieurs stratégies, parce que pour arriver à bout de l'élimination durable du travail des enfants, il faut plusieurs approches et plusieurs stratégies. Notre première stratégie, ça, c'est le renforcement des capacités, que nous appelons la sensibilisation interne, le renforcement des capacités de nos propres militants et des autres enseignants, parce que nous sommes enseignants, et des autres enseignants évoluant dans les communes sur d'abord le concept global du travail des enfants, l'approche zone libre de tout travail d'enfants, les conventions 138, 182, et nous avons associé la 189, parce que la 189 parle du travail domestique. Et le travail domestique aussi est un facteur qui joue beaucoup sur la scolarisation, surtout des petites filles. Ensuite, à cela, nous avons ajouté le dialogue social et les méthodes pédagogiques, telles que par exemple les méthodes actives et l'APC. Parce que pour nous, si les enseignements et les apprentissages ne sont pas de qualité, cela peut faire en sorte que l'école ne soit pas une école attrayante pour les enfants, donc les enfants vont abandonner. Ensuite, l'autre pan que nous avons utilisé, c'est surtout la communication. Et nous, comme moyen de communication, nous utilisons ce qu'on appelle les causeries débats. Et lors des causeries débats, nous invitons l'ensemble des acteurs dans une radio pour que les acteurs puissent se prononcer publiquement contre le travail des enfants et parler de la promotion de la scolarisation de tous les enfants. Ensuite, que chaque acteur puisse nous dire, dans le cadre de ce projet et dans le futur, dans le cadre de la pérennisation, qu'est-ce que chaque acteur compte faire. Donc, en ce moment, nous convoquons par exemple les chefs coutumiers, nous convoquons les organisations de femmes, les organisations de jeunes, les autorités scolaires, les autorités administratives, telles que par exemple les mairies locales, et souvent aussi nous convoquons ce qu'on appelle les préfectures, parce que nous sommes dans des communes, nous sommes dans des cercles, donc dans les cercles il y a les préfectures, donc on convoque aussi la préfecture, le préfet par exemple, le maire, les chefs coutumiers, le DECAP, les conseils pédagogiques et les enseignants eux-mêmes pour qu'ils viennent parler au niveau de la radio et se prononcer publiquement contre le travail des enfants. Et nous dire quelles sont les actions qu'ils peuvent mener dans les zones, dans les différentes zones pour accompagner le projet et pour faire en sorte que le droit des enfants soit respecté. Donc nous intervenons dans 5 communes.
Donc dans le cercle de Bougouni, nous intervenons dans 3 communes, notamment Yalangoro Soroba, Faragwara, et Dogo et Meridjela. Dans le cercle de Yamfouela, nous intervenons dans 2 communes, donc Guana et Yalangoro Soroba. Donc par rapport au village, nous intervenons dans 5 villages par commune. Donc quand vous prenez les 5 communes, donc nous intervenons dans 25 villages. Oui. Notre stratégie d'intervention, c'est un peu l'approche zone libre de tout travail d'enfant. Donc c'est pourquoi d'ailleurs nous avons choisi 5 villages par commune. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas prendre tous les villages à la fois. Donc nous avons identifié 5 villages par commune. Donc c'est ce qui nous amène à dire l'approche zone. Oui, voilà. Donc on choisit un certain nombre de villages dans la commune, donc ils sont comme des échantillons. Donc à partir de là, nous allons progressivement. Donc c'est comme ça que nous évoluons généralement. Donc c'est l'approche zone libre de tout travail d'enfant. Donc dans les zones libres de tout travail d'enfant, donc il faut créer des zones d'abord. Donc ce qui amène à faire le choix des villages, des communes et des villages. Donc dans ces villages maintenant, nous choisissons aussi les parties prenantes, donc les acteurs qui vont concourir à mettre la zone libre de tout travail d'enfant. Dans la mise en œuvre du projet, nous avons eu à mettre en place des organisations communautaires, notamment les comités de veille. Donc, qui dit lutte contre le travail des enfants, il faut d'abord impliquer la communauté. Parce que les enfants travaillent auprès de leurs parents, leurs mamans, leurs pères et les membres de la communauté. Donc, il faut mettre la communauté ensemble pour que le travail puisse être palpable. Donc, c'est ce qui nous a amené à créer des comités de veille. Donc, ces comités de veille, ils jouent un rôle très important. Aussi, dans la même logique, on a pu aussi au niveau des sites d'orpaillage. Parce que notre programme, ça tourne aussi de l'orpaillage. Donc, on a pu aussi identifier les différents sites d'orpaillage dans les communes d'intervention et rassembler aussi les acteurs qui sont au niveau de ces sites d'orpaillage, notamment les Tomboloma, les Damantiki, les Dozo, etc., etc. Donc, en tout cas, cela a donné beaucoup d'engouement dans le retrait des enfants des sites d'orpaillage et leur scolarisation. Donc, en un mot, la scolarisation des enfants a marché. Parce qu'à travers le projet, donc, on a pu quand même retirer des enfants et les scolariser. Donc, cela a vraiment beaucoup marché. Aussi, les activités génératrices des mamans. Nous avons mis en place des activités génératrices des mamans qui ont concouru aussi à l'appui à la scolarisation de leurs enfants. Donc, ces activités ont vraiment beaucoup marché. Les changements constatés que je peux dire que nous en sommes très fiers, c'est qu'au début, les parents étaient réticents. Quand on leur disait, donc, votre enfant, on veut le retirer de site d'orpaillage et le scolariser, donc les parents n'étaient pas d'abord contents. Parce qu'ils disent que les enfants sont des sources de revenus. C'est à travers les enfants qu'ils gagnent quelque chose. Donc, si on les empêche d'aller sur les sites d'orpaillage, donc c'est comme si on les empêche d'avoir de l'argent. Donc, à travers nos activités de sensibilisation, donc les réunions dans les comités de veille, donc les parents ont petit à petit changé de comportement. Donc, moi, je pense que ça, c'est déjà un grand pas. Aussi, les parents n'avaient pas beaucoup d'engouement par rapport au retrait des actes de naissance des enfants au niveau des mairies. Parce que la mairie confectionnait les actes de naissance, mais les parents ne partaient pas prendre et récupérer les actes de naissance. Donc maintenant, avec nos actions de sensibilisation, aujourd'hui, les parents eux-mêmes partent à la mairie pour demander est-ce que l'acte de naissance de mon enfant c'est déjà établi. Donc eux-mêmes, ils partent. Donc moi, je pense que ça, c'est déjà un grand pas. Et aussi, il faut le dire, donc pratiquement tous les enfants maintenant, ils veulent aller à l'école. Les enfants veulent aller à l'école. Je vous dis qu'au niveau, dans certains villages, pratiquement, quand on a commencé à mettre en place les centres SSAP, donc c'est les mamans elles-mêmes, qui cotisaient à travers leur activité génératrice de revenus. Elles cotisaient de l'argent pour qu'ils puissent financer les fournitures scolaires
et puis les crêpes pour les anciens, les règles, etc. etc. Donc, elle contribuait à travers les CGS pour que les enfants puissent aller à l'école. Donc, vraiment, je pense que ça, c'est des actions vraiment qu'on peut dire qu'on est fiers. Ça, c'est l'actif du projet. Ça, c'est l'actif du projet. Et c'est à travers nos actions de sensibilisation que ces actions-là ont vraiment pu être marchées. Donc, le fait aussi de déverser beaucoup d'enfants à partir des centres SSAP. Parce que les centres SSAP, c'est des stratégies de scolarisation accélérée. C'est un peu les enfants déscolarisés, précoces, ou les enfants qui n'ont même pas été à l'école. Donc, on les récupère. Donc, bien sûr, à travers les comités de veille, les élus, donc on les récupère. Donc, ces enfants, on leur donne une seconde chance pour qu'ils puissent aller à l'école pendant 9 mois. Donc, c'est des cours accélérés, donc pendant 9 mois. Donc, bien sûr, en collaboration avec les services étatiques, notamment le CAP et l'Académie. Donc, on organise ces cours. Donc, les enfants, après 9 mois de cours, les enfants puissent partir. Ils peuvent être déversés en 3e année, en 4e année, même en 5e année. Donc, vraiment, on a pu quand même déverser beaucoup d'enfants aussi dans l'école formelle. Voilà, donc, participative. Parce que tout ce que nous faisons, on aimerait impliquer vraiment tous les bénéficiaires voilà, dans tout le processus vraiment de la mise en œuvre du projet. Maintenant, l'approche même qu'on a beaucoup utilisée, c'est le faire faire. Au niveau des zones d'intervention, nous avons mis des comités et locaux de protection des enfants en place. Vous savez que l'avenir d'une nation, d'un pays, ça repose sur les enfants. C'est les enfants qui sont l'avenir de demain. Donc, surtout les zones nord-page, vous savez, c'est des zones vraiment, il faut aller là-bas pour vivre, pour voir vraiment ce qui se passe. Et quand vous rencontrez un enfant, vraiment dans ces trous-là, en train de creuser le sable, en train de laver, c'est vraiment déplorable. Donc, je peux dire vraiment, c'est très pertinent, ça a été très pertinent, très fructueux. Je peux parler directement dans les recommandations. L'autre élément de succès, c'est par rapport à la gestion des cas. Ça, c'est vraiment pertinent. Beaucoup d'enfants étaient en situation de mobilité. Le projet a contribué à leur réunification familiale. Il y a aussi certains cas, par exemple la fille de Domba, l'albinos là. Donc, le projet a contribué à sa prise en charge sur le plan sanitaire. Grâce à ce programme, aujourd'hui, cette fille a eu son DF parce qu'elle avait des problèmes de vision. Ça, c'est vraiment un grand cas de succès. Voilà, entre autres, ce que je pouvais dire par rapport au cas de succès. Notre stratégie d'intervention reposait sur 2 approches, je dirais. Il y a une approche commune qui était basée sur la sensibilisation dans les sites et l'inscription des enfants dans les écoles, aussi l'appui des familles vulnérables. Il y a une seconde stratégie qui est aussi la chaîne d'approvisionnement, la formation professionnelle des jeunes, les formes de travail des enfants placés auprès des maîtres artisans formateurs. Encore multiplier les résonances, c'est l'approche commune et l'approche chaîne d'approvisionnement. Ce qui a de plus marché dans ce projet, je commencerai d'abord par l'appui des familles vulnérables. Cette stratégie, aujourd'hui, quand vous rentrez dans les sites, vous allez trouver que les familles, aujourd'hui, vraiment, ils ont retrouvé leur dignité. Les enfants aujourd'hui sont inscrits à l'école, sont maintenus à l'école, grâce au fonds ou l'appui que le projet a fait à ces familles vulnérables. Il y a aussi un deuxième point qui a été reçu, ça c'est l'insertion des jeunes le placement des jeunes auprès des maîtres artisans formateurs. Voilà, ces jeunes aujourd'hui, nous sommes à peu près à 100 et quelques jeunes placés, à peu près 117 jeunes placés auprès de ces maîtres artisans formateurs qui sont en train de suivre aujourd'hui une formation professionnelle dans les ateliers auprès de ces maîtres artisans formateurs. Il y a aussi troisième aspect qui est à l'ouverture des écoles dans certains villages, à savoir, vous n'êtes pas savoir, à Chobou, actuellement, le centre SSA
ils ont transformé le centre maintenant en une école classique publique. Et à Angoura, je crois aussi, cette année, ils ont pu quand même ouvrir une école grâce à nos appuis. Le résultat qui m'a rendu très fier de ce que je vais entrer. Aujourd'hui, quand vous arrivez sur le terrain, la sensibilisation que nous menons sur le terrain. Aujourd'hui, les sites d'intervention dans lesquels nous intervenons, grâce aux sensibilisations, vous verrez très rarement les enfants dans les sites. Parce que les communautés ont adhéré à la stratégie et à l'idée du projet, tout en sensibilisant leurs pairs, surtout à travers les comités locaux de protection, qui nous appuient, et les organisations communautaires de base, qui nous appuient beaucoup dans la sensibilisation et le retrait des enfants dans les pires formes de travail des enfants, comme le nom même du projet l'indique, qu'ils ont un projet de protection et de lutte contre le travail des enfants. Ces deux aspects, cet aspect surtout qui est la sensibilisation, aujourd'hui me rend très fier dans les sites, parce que quand les communautés adhèrent quand même à une idée, ça peut porter beaucoup de fruits. Nos commentaires sur le travail des enfants. Vous savez que d'abord, on est là, d'abord pour qu'il y ait un changement social notable, pour apporter notre contribution à l'édifice de construction du pays. Le gouvernement seul ne peut pas faire le travail. Il faut qu'il y ait l'action de la société civile, une société civile fortement ancrée, une société civile experte. Et chacun de nous a fait, comme on appelle, plus de 10 ans dans les projets de développement international avant de quitter. Et cette expertise-là, nous pensons mettre au service de nos populations cette expertise afin d'aller vers un changement. Et ces projets doivent continuer. Moi, personnellement, je suppose que ce projet a été un projet pilote. Ça, c'est pour moi. Les résultats qui sont là, s'ils sont appréciés et qu'il n'y a pas d'autres contraintes, vraiment, pour le bien-être des enfants et pour le bien-être de nos communautés et pour le bien-être de nos populations et pour un développement durable du Mali, nous pensons que ce projet doit continuer. Ce projet doit être étendu, non seulement à d'autres sites. Il y a tellement de sites miniers au Mali, à d'autres sites et à, comment on appelle, d'autres secteurs dans lesquels les enfants se trouvent, où les enfants se trouvent enrôlés dans des dispositifs où leurs droits sont violés. C'est que l'artisanat. Comme je l'ai dit, le seul projet de protection que nous avons aujourd'hui au niveau de la base de Sikasso, c'est le projet TPAE, Travail par affaires d'enfants. Le projet prend fin en décembre comme perspective et pour travailler dans la durabilité aussi, et assurer un peu les résultats pour pérenniser les vertus du projet. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler sur un concept note qui implique également les mêmes partenaires de TPAE, notamment Gradicom et ENA, et qui j'espère prendre la relève de TPAE. Ça, c'est une perspective que là, nous sommes là pour assurer aussi la continuité pour ne pas perdre les résultats du projet TPAE. Voilà, donc ça, on peut dire que c'est une perspective. Au-delà de cette opportunité, il y a d'autres opportunités que nous sommes en train de chercher, qui nous permettra certainement d'assurer la continuité du projet. Le projet aussi a travaillé sur les sites miniers, mais le projet ne couvrait pas l'ensemble des sites miniers, les sites d'orpaillage, je veux dire. Par exemple, au niveau de Kadiolo, le projet a travaillé sur 2 sites sur 10. Donc, il y avait une insuffisance de couverture régionale du projet. Donc, c'est peut-être faire des recommandations en lien avec cela, et de chercher aussi d'autres opportunités qui vont couvrir l'ensemble des sites d'orpaillage, étant donné que la problématique d'implication des enfants dans le travail sur le site est réelle. Donc, ça, c'est une recommandation. D'autres recommandations, c'est aussi de former les jeunes qui ont été accompagnés. Okay? Les jeunes qui ont été accompagnés, ils manquent de formation, surtout liée à la gestion financière et tout. Et aussi d'organiser des sessions à l'intention de ces jeunes-là, et aussi de suivre les jeunes qui ont été impliqués, qui ont été équipés, qui ont été installés. Donc, c'est les suivre. Et également, ne pas perdre de vue les enfants qui ont été insérés dans les circuits scolaires à travers les CSAP. À Save the Children, tous les programmes, qu'elles soient santé, éducation, urgence et autres, c'est centré sur la protection de l'enfant. Alors, comme la thématique, c'est le travail des enfants, alors
notre stratégie, c'est vraiment des alternatives de l'éducation. Donc, c'est une lutte contre le travail des enfants centrée sur l'éducation. Et si je parle de l'éducation, c'est l'éducation formelle. Donc, nous retirons les enfants des sites d'orpaillage et nous les inscrivons à l'école formelle. Ou encore, nous faisons des recensements dans les communes d'intervention, des enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. À ces enfants, nous délivrons des jugements supplétifs pour les permettre de les inscrire à l'école. Donc, ça, c'est le côté formel. Il y a aussi l'informel à travers la stratégie de la scolarisation accélérée, les passerelles. Donc, les enfants qui ont l'âge de 8 à 12 ans, déscolarisés ou non scolarisés, nous les recrutons aussi pour les former. Et en dernier lieu, il y a ce qu'on appelle la formation professionnelle, l'entrepreneuriat des enfants et jeunes, que nous plaçons auprès des maîtres artisans formateurs pour une durée de formation. Et à ce jour, nous sommes avec 11 corps de métiers dans lesquels ces enfants et jeunes-là sont en cours de formation. Et leur âge varie de 15 à 25 ans. Voilà, donc présentement, les équipes de la Chambre régionale des métiers, avec l'ONG partenaire de mise en œuvre qui est Gradecom, plus Save the Children, sont sur le terrain pour l'évaluation des compétences de ces jeunes-là auprès des maîtres artisans formateurs. Donc les jeunes qui seront évalués compétents seront placés à leur propre compte. Nous avons déjà payé les kits pour leur installation. Le plan scolaire, c'est la scolarisation des enfants. Ça, vraiment, ça a bien marché. Parce que à ces jours, nous avons une école, par exemple, qui était fermée à Diasolon, qui était fermée, une école construite, équipée, mais qui n'était pas fonctionnelle. À travers le plaidoyer, nous avons pu la rendre fonctionnelle. Et de nos jours, il y a des centaines d'enfants qui sont inscrits et qui fréquentent normalement. La mairie a pris l'engagement et s'exécute en appuyant la communauté pour payer les salaires des enseignants. Alors, les actes de naissance, les jugements supplétifs dans le temps avaient été établis par les mairies sous l'appui financier de Save the Children. Donc ça, sur ces plans, vraiment, ça va. Et les enfants aussi qui ont bénéficié des formations en SSAP ont pu être évalués et transférés dans les écoles formelles. Ils ne sont pas été laissés pour compte. Et nous avons des protocoles avec les CAP pour le suivi, voilà, de ces enfants qui ont été transférés depuis maintenant bientôt 4 ans. Donc toutes ces tranches qui ont été évaluées et transférées à l'école formelle sont en train d'être suivies. Les défis, en termes de défis, nous avons les défis des ressources, parce que les ressources sont limitées pour faire face à des questions vraiment assez criardes de protection ou de lutte contre le travail des enfants. La faible application des textes. Voilà. Et je le disais tantôt, ce n'est pas parce que le gouvernement ne veut pas, mais c'est parce qu'il y a aussi un manque de moyens qui est là. Et c'est sur tous les plans, que ce soit les moyens matériels, les moyens en ressources humaines qui n'est pas aussi suffisant, et les moyens financiers, voilà. Donc les moyens aussi techniques en termes de renforcement des capacités, parce que nous avons pu renforcer les capacités de ces acteurs dans la région de Ségou et de Sikasso, en lien avec les textes sur la protection de façon générale et en particulier les textes en lien avec le travail des enfants, surtout les conventions de l'OIT. Avec Enda tiers-monde. Sincèrement, on a eu beaucoup de défis. Au départ, ça n'a pas été facile. Parce que les activités qu'on a programmées, il faut que toutes ces activités programmées soient exécutées et à 100%.
est à 100%. Donc le gouvernement d'enfants, les clubs d'enfants, les associations villageoises, hein, la formation professionnelle, les communautés, il faut qu'il y ait une fusion, une union totale entre tout le monde pour qu'on puisse avoir un résultat palpable qui est là aujourd'hui. Il faut que tous ces gens-là se donnent la main. Tant que vous ne vous donnez pas la main, c'est gagné. Et c'est ce qui a été notre défi là. En fait, c'est un programme d'éducation et de protection des enfants. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, nous évoluons au niveau de 8 communes d'intervention, à savoir les communes de Kava, Ouaki, Tourakolomba, Moribila et Kasorola, plus les communes de Kassangasso, Djaramana et puis Korodougou. En tout, dans les 8 communes, nous avons 123 villages. 123 villages pour l'ensemble des 8 communes. Et aussi à travers les clubs d'enfants au niveau des villages. Comme activité, les gouvernements d'enfants servaient des cadres de sensibilisation à l'endroit des enfants, des élèves qui sont à l'école. Mais pour les clubs au niveau des villages, ça concernait tout le monde. Que ce soit ces scolarisés et même les non scolarisés. Voilà, pour qu'il y ait vraiment la participation de l'ensemble de tous les enfants. Oui, ces clubs étaient composés uniquement d'enfants. Voilà. Il y avait également les comités de protection des enfants dont les présidents étaient les chefs des villages. Nous avons réhabilité de 2020 à maintenant à peu près une cinquantaine, ça vaut une cinquantaine de latrines et de salles de classe à travers les 8 communes. Ce qui a beaucoup favorisé l'accès, ça a beaucoup facilité l'accessibilité des écoles, surtout aux élèves. Dans beaucoup d'écoles, il y avait vraiment le besoin en termes de salles de classe et de latrines. Surtout, particulièrement les filles. Les filles, pendant surtout les périodes de cycle menstruel et autres là, s'il n'y avait pas de latrines bien appropriées, vraiment, ça c'était un véritable casse-problème. Mais ça a beaucoup facilité l'accès. Et la formation professionnelle, comme le disait tantôt le coordinateur, de 2020 à maintenant, nous avons formé 150 jeunes. 120 pour 30, c'est déjà en cours, comme vous l'avez déjà constaté. Ça fait 150 jeunes dans plusieurs corps de métier. Mécanique auto, réparation moto, fabrication de matériels agricoles et autres, soudure, menuiserie bois, métallique et présentement transformation agroalimentaire et puis la formation en photovoltaïque aussi. Ça va permettre à ces jeunes, ceux qui ont été déjà formés sont déjà sur le marché de l'emploi. Ils sont déjà installés, ils gagnent leur pain quotidien. Voilà, peut-être à cet effectif de 120, les 30 qui sont en cours vont compléter ça à 150. C'est pour permettre à ces jeunes de se prendre en charge un jour. En tout cas, de créer un foyer un jour et pouvoir soutenir non seulement aux besoins de leur famille, mais peut-être soutenir d'autres personnes encore, des parents ou d'autres proches. En tout cas, on est sur de très bonnes voies dans le cadre de la formation qualifiante et professionnelle des jeunes. De 2020 à maintenant, nous avons pu mettre en place 4 centres au niveau de nos zones, 4 centres SSAP. Donc, dans ces 4 centres SSAP, il y a au moins 120 apprenants à chaque centre. Donc, nous avons ces apprenants-là sont formés par les animateurs. Ces animateurs-là, au préalable, ont été formés également par le projet à travers le CAP, le Centre d'animation pédagogique. Donc, concernant les AGR, donc, de 2020 à maintenant également, nous avons mis à travers les groupements de femmes, à travers les communes, les AGR ont été initiées, les activités génératrices de revenus.
Et les groupements de femmes, il y a au total 16 groupements de femmes à travers les 8 communes. Et ces 16 groupements de femmes-là ont été dotés par le projet. Disons, nous avons mis en place, nous avons mis à la disposition de ces groupements-là 250 000 francs par groupement. Et elles ont travaillé avec ces sommes-là jusqu'à un certain niveau. Et maintenant, Dieu merci, ces groupements-là vraiment ont généré beaucoup d'argent. On voit, il y a beaucoup d'épargne à ce niveau-là. Hein? Donc, au-delà de 250 000, ils ont pu générer un certain nombre de sommes. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'autres communes. À Dramana, par exemple, les femmes sont à 1 100 000, hein, à Kasangasso, à 900 000. Les bénéfices générés, bien sûr, par les AGR. Hein, à Korodougou, on est à 800 000 comme ça. Voilà. Et dans les autres communes, au niveau de ça aussi, c'est la même chose. Donc, je crois que dans l'ensemble, ces femmes-là, ces groupements de femmes-là, vraiment, se sont battus pour générer de l'argent. Est-ce qu'elles contribuent à l'éducation des enfants? Tout à fait, tout à fait. Donc, à travers ces AGR-là, les femmes ont pu quand même participer ou contribuer à la bonne scolarisation de leurs enfants. À travers, par exemple, l'achat de sacs, l'achat de billets, des kits scolaires. Donc, à l'achat de kits scolaires. Donc, les femmes-là ont pu participer activement à l'achat de ces choses-là pour les enfants. Première phase, ça c'était vraiment les 5 dernières années. C'était la phase pilote du projet. On suppose qu'il y a toujours besoin. Si en tout cas le bailleur peut faire des efforts, comme le dit mon collègue, afin que le programme soit vraiment renouvelé pour le bien-être des communautés et surtout des enfants qui n'ont pas encore bénéficié vraiment les bonnes actions de ces programmes. Cela va vraiment droit au cœur. Voilà.